pilotage du COPS, Delphine Sac, qui est patiente partenaire formatrice, et donc qui forme un très beau binôme euh, avec, avec vous qui écoutez. Madame Marie-Pierre Bocquet Amalieu, responsable d'enseignement en formation initiale orthophoniste à la faculté de Montpellier-Nîmes, et qui est responsable pédagogique du DU particularité de l'alimentation chez l'enfant et l'adolescent et formatrice en formation continue. Moi, j'ai rien oublié. Voilà. Et à côté de vous, Madame Émilie André, qui est patiente partenaire formatrice et qui forme un beau binôme avec Madame Danielle Scagvilla, qui est cadre de santé formatrice à l'IFMS d'Albi. Donc, merci à vous pour cette participation à cette table ronde. Donc, on a évidemment préparé ensemble un petit peu comment on va articuler cette table ronde. On a prévu 3 temps et puis un temps de questions-réponses à la fin de nos premiers échanges. Donc, on vient d'avoir la présentation par la DGOS de ce rapport ministériel, de ses recommandations. Et puis, dans un premier temps, peut-être à faire déjà un premier retour. Qu'est-ce qui se passe en Occitanie? Donc, je vais donner la parole à Madame Lafont pour nous dire à la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, qu'en est-il de cette participation euh, des patients dans la formation des futurs médecins? Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Euh, En propos liminaire, je voulais vous remercier de me permettre de venir parler ici d'un sujet qui est important à mes yeux, qui est important à mes yeux de doyenne, mais qui était déjà important depuis très longtemps dans ma vie de médecin. Je vais vous en raconter quelques lignes. Et puis, vous remercier d'être là, parce que je pense que c'est un sujet important. Je crois que vous avez été obligé de limiter le nombre de participants tellement vous avez eu de succès. Et je suis très heureuse que ce type de journée puisse se tenir dans notre région sur un sujet qui est d'importance. Alors, moi, je suis doyenne de la faculté de médecine depuis 2 ans et demi maintenant, mais avant d'être doyenne, j'étais juste professeure de médecine et puis à la base, je suis juste médecin. Et ce sujet des patients et des partenariats en santé, en fait, il s'est construit dans ma vie à moi depuis au moins une quinzaine d'années. Alors, je ne reviendrai pas sur les patients partenaires dans le soin qui sont dans, 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 dans notre quotidien de soignant, hein. Moi, j'ai beaucoup animé des consultations pluriprofessionnelles autour de certaines maladies neurologiques, la sclérose en plaques, la polio. Il y avait toujours un patient dans le lot. Et quand les patients ils voyaient plusieurs professionnels, ils voyaient toujours un patient. Ça fait très longtemps qu'on fait ça. Ça, c'est plus les CHU ou les CH que les facultés. Au niveau de la faculté, on l'a construit pierre à pierre. Dans mon expérience personnelle, ça a commencé par des expériences de co-enseignement qui se sont imposées dans ma vie de médecin. Par exemple, j'ai un sujet de prédilection qui est ce qu'on appelle la neuroorthopédie. Je m'occupe de patients handicapés qui ont des déformations des membres. Et dans ce champ-là, on est amené à faire de l'enseignement avec des jeunes. Et moi, j'ai appris depuis très longtemps à le faire avec des patients. Alors, de façon un peu bricolée, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pas du vrai co-enseignement. Je pense qu'on en redira quelques mots tout à l'heure. C'est quelque chose qui était rentré dans ma vie depuis longtemps. Puis ça a grandi, c'est question de co-enseignement. Et ça a grandi il y a 4 5 ans au niveau de la fac avec l'idée, ben, peut-être que travailler avec des patients dans l'enseignement clinique, c'est bien, mais on peut aussi travailler avec des patients dans un enseignement plus facultaire. Et donc, on a monté, c'est un exemple, à la faculté de médecine, une UE sur le handicap. Et dans ce cadre-là, on a monté des ateliers d'annonce, des sujets sur comment on annonce un handicap à une personne qui vient d'avoir un accident de la vie, un accident de la route. Et là, on s'est mis à se dire, mais, et ça, je l'ai monté avec d'autres collègues, mais il faut qu'on ait des personnes avec nous qui nous racontent ce qui s'est passé. Donc, on est sur une bribe de co-enseignement, un début de quelque chose où on avait travaillé en amont. Qu'est-ce qu'on a envie de dire aux étudiants, comment on va le leur dire et comment on va le présenter. Puis ça s'est formalisé avec, alors ça continue, hein, puis ça s'est formalisé avec des conférences. Et on a monté des conférences dans le cadre de cette UE, unité d'enseignement handicap, avec des patients que moi je faisais venir sur les thématiques handicap. Et j'en ai un qui est très fidèle, qui vient tous les ans avec moi. Et là encore, on est dans le début de quelque chose qui est du conseillement parce qu'on travaille en amont. On se met d'accord en amont sur la façon de monter l'ordre de conférence. Et c'est du vrai conseillement. Et puis un petit peu plus tard dans ma vie, il y a eu l'arrivée de la formation des IPA, infirmiers, infirmières en pratique avancée, qui sont une formation très importante dont j'ai eu la chance de pouvoir la porter à la faculté de médecine. Et là, on a vraiment eu envie d'aller encore plus loin et on a monté de la simulation avec des patients partenaires, qui étaient là encore des patients qu'on connaissait. Certains avaient le DU de patients partenaires de la faculté de médecine de Montpellier, peut-être que vous me donnerez l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et là, on a fait des vraies séances de simulation dans l'espace de simu de la fac, avec des salles de consultation simulées. Vous savez, c'est une salle où on mettait 2 étudiants IPA avec un patient qui faisait le patient. Il y avait une vitre sans teint, c'était filmé, et dans la pièce de débriefing d'à côté, il y avait les 20 autres étudiants IPA qui observaient la scène, et on faisait un débriefing tous ensemble
avec le patient qui avait accepté de se prêter à ce jeu-là. C'était co-construit, donc c'est déjà du co-enseignement et c'est sur le mode de la simulation. Et puis pour terminer, pour pas être trop longue, plus récemment sont arrivés ce que j'appellerais le choc des Écosses. Donc c'est la réforme du deuxième cycle des études de médecine, dont l'objectif, le sous-titre, c'est de former les étudiants à la connaissance. On sait faire depuis très très longtemps et on sait maintenant que ça suffit pas, mais également à la compétence. Ça veut dire qu'on leur apprend le savoir-faire et le savoir-être. Et pour ça, on a montré des stations cliniques de formation et d'évaluation, qui sont des mises en situation clinique de nos étudiants avec des patients partenaires. Et ça, on l'a monté, ça a généré dans la faculté de médecine une vraie dynamique. Donc, on a actuellement entre 30 et 40 patients partenaires dans une structure qu'on a appelée l'école des patients partenaires. Et on a avec nous des partenaires qui participent à la formation et à l'évaluation de nos étudiants en médecine à travers ces stations cliniques qui sont la simulation qui s'appelle les Écosses. Et donc, on est sur la montée en puissance d'un dispositif et d'une réflexion, en fait, qui a vraiment pris place progressivement dans la fac de médecine et qui maintenant est devenue super importante. Et on fera plus, hein. Par contre, on peut faire mieux, mais je le dirai tout à l'heure. Ouais. Quel est le micro? Moi, j'ai envie de poursuivre de suite avec une autre question. Parce qu'au final, le partenariat, c'est un moyen. Quand on parle de pédagogie, c'est pas le partenariat pour le partenariat. On le dit depuis ce matin dans la formation. Donc, il y a une finalité. Ça a été dit tout à l'heure, ça a été dit ce matin dans les ateliers, d'avoir des professionnels euh, qui visent une meilleure prise en soin des personnes qui vivent avec leur vulnérabilité. Vous voyez quel effet chez les étudiants de cette présence des patients dans la formation. Bah, ça change tout. En fait, ça change tout. Ça change tout parce que ça n'existait pas, hein, dans nos formations avant. Alors, on le faisait un peu dans les services quand même, mais c'était pas trop de la co-construction. On prenait un peu les personnes comme des bêtes curieuses, on montrait des malades, en fait, hein. Là, c'est un peu différent parce que ce double feedback de l'enseignant et du patient ou de la personne qui est en fait en co-enseignement, c'est très important. Ça change le regard qu'on a sur l'apprentissage de la médecine, ça change le regard qu'ont les enseignants sur l'apprentissage de la médecine. Et au bout du compte, je suis persuadée que ça rend le système meilleur et qu'on formera de meilleurs médecins avec ce type de méthode et ce type de réflexion. Mais c'est une révision complète de l'ingénierie pédagogique, hein. C'est pas que des patients partenaires, c'est qu'on change le monde là, hein. Et la prochaine, qui était étudiante en famille. Bon, vous l'avez dit, donc, parce que vous n'avez pas eu de patient partenaire. C'est bien, parce que vous allez avoir un regard comme ça, naïf, mais au bon sens du terme, sur cette application des patients dans la formation. C'est quoi votre avis? Du coup, nous, c'est que ça manque en pharmacie aujourd'hui. Là, vous m'entendez? Ça marche. Oui, aujourd'hui, du coup, ça manque. Donc, à Toulouse, ça se fait plus ou moins selon les filières. En- Là. Et appuyer sur le. Faut appuyer sur le menton. Du coup, à Toulouse, ça dépend vraiment des filières dans lesquelles on est. Donc, en pharmacie, nous, on n'a aucune intervention de patients partenaires. Du coup, ça fait qu'il y a l'aspect humain qui manque clairement à la formation. Je sais que c'est aussi le cas de d'autres filières. En médecine, il y a l'intervention d'acteurs, donc pour des jeux de rôle, ce ne sont pas des patients exactement, mais ça permet quand même une première mise en situation. Et en orthophonie, ils travaillent avec quelques associations de patients pour essayer justement de mettre en pratique et d'avoir un feedback. Et du coup, voilà, au niveau de la pratique réelle, ce qui se passe, c'est qu'en tant qu'étudiant, dès nos premiers stages, on se retrouve au contact des patients. On n'a pas d'expérimentation, on n'a aucune pratique auparavant. Donc, on apprend un peu sur le tas. Et donc, de ce que j'ai pu entendre aujourd'hui et auparavant dans le cadre du COPS, ben, c'est il y a énormément d'avantages à avoir ces feedbacks. Donc, il y avait deux types, grosso modo d'exercices dont j'ai pu entendre parler. C'était ou une sorte de jeu de rôle dans lequel le patient joue son propre rôle finalement et dans lequel l'apprenant joue le rôle du soignant. Et auquel cas, l'apprenant a un retour direct par rapport au discours que lui-même a tenu auprès du patient. Et de là, il va apprendre de ses propres erreurs, mais aussi retenir ce qui a fonctionné. Et d'autre part, il y a tout simplement l'histoire du patient, ce qui a fonctionné pour lui, ce qui n'a pas fonctionné. Et on pourra garder autant le positif que le négatif et en apprendre tous. Et si finalement de un patient, de l'histoire d'un patient, on arrive à former X soignants et qu'on le rapporte au nombre de patients que ce soignant va rencontrer au cours de sa vie professionnelle, on arrive à une amélioration de la qualité de prise en charge des patients qui est absolument énorme. Et du coup, voilà, il faut que ça évolue, ça va dans le bon sens et il faut vraiment que ça continue. Si, merci. Retrouvez un petit film. Oui, Patrick. Voilà. C'est vers une formatrice.
Ce matin, il y a ce mot qui tourne, les patients partenaires formateurs, mais je poserai la même question à Elena. C'est quoi concrètement un patient partenaire formateur? Alors, moi, je peux donner en tout cas la définition de comment moi je Oui, pratique ce partenariat patient, enfin cette place de patient partenaire formatrice. Finalement, ce que j'ai appris et là où j'ai vu qu'il y avait le plus de valeur, c'était euh, la possibilité pour moi de transmettre ce que j'ai appris de la maladie, ce que j'ai appris dans le parcours de soins, ce que j'ai appris du système de santé, et finalement d'apporter ce regard en complémentarité des savoirs scientifiques, académiques et cliniques du professionnel de santé avec lequel je co-enseigne. Et que finalement, ça contextualise beaucoup pour les apprenants, finalement, ce à quoi ils vont être confrontés, c'est quoi la réalité de la maladie, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand on a une annonce. Et que finalement, ça apportait vraiment une richesse au discours. Donc, pour moi, en tout cas, pour faire court, je dirais que c'est cette complémentarité des savoirs dont on parle beaucoup, mais qui donne vraiment, je trouve, toute sa place, tout son sens au mot de formateur, de patient partenaire formateur. et très concrètement, avec, je ne sais pas si on peut dire collègue, le collège est pas en fait responsable forcément. D'accord. Euh, Concrètement, comment tu travailles avec la beauté? Manu, comment on travaille? Concrètement, en fait, c'est un travail qui s'est construit. C'est vrai que la première année, bon, moi, j'avais pas vraiment de compétences, en tout cas en pédagogie. J'étais encore en cours de formation, donc on a essayé de faire les choses très simplement. Et là, d'être plutôt vraiment sur l'expérience. Euh, et puis au fur et à mesure, on a vraiment plutôt travaillé sur c'est quoi les compétences, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a comme objectif pour cette séquence pédagogique. Et donc on est monté aussi en compétences toutes les deux sur le plan de la formation et de l'ingénierie pédagogique. Et on a construit et ça, c'était bien parce que du coup, on a aussi appris ensemble cet aspect-là de la formation. Et donc, on était systématiquement dans ce regard. Alors, si on parle de ça, moi, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux apporter, et moi, de mon expérience. Donc, il y a toujours eu finalement cette complémentarité, même dans la co-construction. Donc, on part du référentiel de compétences qu'il y a dans l'unité d'enseignement, là, en l'occurrence, sur la communication patient avec le patient, l'entourage et les professionnels de santé. Et on a regardé, ben voilà, quels sont les espaces dans lesquels moi je peux intervenir, dans lesquels c'est pertinent pour moi de venir parler de cette expérience, de mon point de vue. Et puis voilà, après, on va sur des choses un peu plus techniques sur comment on anime, qu'est-ce qui serait le plus pertinent pour que les apprentissages se fassent. Et puis évidemment, beaucoup de mise en situation pour ancrer ces apprentissages. Émilie André, c'est quoi un patient partenaire formateur? Donc, bonjour à tout le monde. Alors concrètement, c'est quoi être patient partenaire formateur? Tout d'abord, c'est un travail préparatoire en amont avec une co-construction des ateliers de simulation infirmier. Euh, Vous en avez parlé, Madame la doyenne, de la simulation. La simulation, c'est quelque chose qui se fait comme un jeu de rôle où le patient partenaire formateur incarne le patient avec un scénario qui a été préétabli et un étudiant infirmier se prête au jeu de l'infirmier qui va procéder à l'entretien. Et c'est filmé et enregistré et diffusé en direct dans la salle de TD où il y a tous les autres étudiants. Et donc, après, il y a un travail de co-animation et de face-à-face pédagogique avec le binôme formateur et qui donne lieu à un débriefing euh, c'est lors de ce débriefing que on peut mettre en place toutes nos compétences pédagogiques de formation auprès des futurs professionnels de santé. Euh, Moi, j'opère dans le domaine de la santé mentale.
Euh, lors de ces ateliers de simulation infirmier, j'ai pu me rendre compte qu'il manquait de temps pour que tous les étudiants puissent bénéficier d'un apport sur la santé mentale. Et du coup est venue l'idée d'un projet de table ronde sur la santé mentale qui a eu lieu donc cette année. Euh, donc, nous avons pu faire cette table ronde sur la santé mentale pour les étudiants de deuxième année, euh, qui, euh, qui s'est très bien déroulée et qui nous a permis d'avancer, de progresser par rapport à nos projets. Il y a eu aussi l'après-midi, du coup, des ateliers d'éducation thérapeutique en santé mentale qui ont été réalisés par les étudiants. Et pareil, là, on a beaucoup progressé et on s'est rendu compte vraiment du bénéfice. Les étudiants ont vraiment intégré le patient partenaire euh, dans leur pratique. Voilà, bon, je ne sais pas, peut-être que Daniel veut... Peut-être parce que vous n'avez pas dit, mais vous avez en plus des compétences initiales dans la formation. Oui, je suis enseignante de formation. Donc, j'ai des compétences, c'est vrai, pédagogiques. Et donc, c'est vrai que je peux, grâce à ces interventions, je peux à nouveau réinvestir mes compétences. Et c'est quelque chose qui est déterminant dans ma pratique professionnelle. Merci. Donc, je vais me tourner vers Marie. En tant que responsable pédagogique, bah, c'est quoi mettre en œuvre le partenariat en santé quand on est responsable pédagogique? Alors, je suis, avant d'être enseignante et responsable d'enseignement, je suis surtout soignante et clinicienne. Et c'est vrai, et moi, c'est vraiment ma clinique que je souhaite partager dans mes enseignements. Et donc, déjà, c'est une posture de soignant qui doit changer et avec un travail concret sur le partenariat, parce qu'avant de pouvoir l'enseigner, il faut déjà le mettre en œuvre et le maîtriser. J'oserais pas le dire parce que je pense que c'est un travail de chaque jour. Et là aussi, on est aussi dans la co-construction parce que Delphine travaille avec moi sur concrètement, dans ma consultation, comment je vais mettre en œuvre le partenariat, là où je suis en difficulté. Et c'est comme ça qu'après, on peut le transmettre. Donc ça, c'est déjà le socle, j'ai envie de dire, et ça commence par là. Et puis, ben, quand on se lance dans cette notion de partenariat, on ne voit plus que par là, et on a envie évidemment de le transmettre. Et du coup, ben, ça commence en tant que responsable pédagogique, ça commence par reprendre le bulletin officiel et le référentiel de formation et de se dire ben, finalement ben voilà ce que j'ai construit. Moi j'enseigne sur euh, le DUO d'orthophonie depuis une vingtaine d'années. Euh, et au départ, voilà, mes enseignements n'étaient pas construits de la même façon. Donc, ça veut dire tout reprendre, veut dire reprendre le référentiel et à chaque fois se poser la question sur, ben, je fais un cours sur, alors, je travaille beaucoup sur l'oralité chez l'enfant, les difficultés autour de l'alimentation, etc. Et ben, comment, dans mon cours que je vais faire au deuxième année sur qu'est-ce que l'oralité alimentaire, comment je vais là déjà parler de partenariat et comment on peut construire ces choses-là. Et parce qu'on ça a été évoqué aussi ce matin, nous, on pense que c'est quand même important que ce partenariat dans la formation initiale, il ne soit pas que sur des TD, même si voilà, c'est vrai que c'est important que concrètement, les étudiants soient confrontés à ces situations-là. Moi, je pense que c'est important qu'il y ait aussi l'aspect théorique qui soit travaillé avec le patient partenaire
parce qu'encore une fois, c'est le socle et qu'on commence par ces bases-là et puis petit à petit, on va monter en compétences et on va co-construire cet enseignement. Ça commence, hein, j'ai envie de dire, la co-construction, elle a pour moi en tout cas commencé par la déconstruction de ce qu'on pouvait proposer, voilà, comme, euh, comme modèle d'enseignement. Merci. Daniel, Saglia, cadre de santé, responsable pédagogique, c'est quoi mettre en œuvre? Alors, bon, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Alors moi, je vais vous donner une petite recette. Il faut prendre une partie donc de la législation, des recommandations, on y met le référentiel de formation, on y met un zeste de gestion du temps et on y met finalement personne. Nous, c'est la première année qu'on a lancé le partenariat, c'était 2021-2022. On était avec le COPS, on a réuni 6 patients partenaires formateurs 5 formateurs et on a réuni l'équipe autour d'une idée, d'une envie et d'une motivation à vouloir travailler ensemble et introduire le partenariat. Donc on met tout ce monde-là et on essaye de voir que la mayonnaise, elle prenne. Donc l'idée aussi, c'est finalement de faire rencontrer les gens. Et moi, je crois beaucoup à la méthode expérientielle, c'est-à-dire l'expérience qui permet finalement de faire avancer, de déconstruire les représentations qu'on peut avoir les uns des autres et voir en chacun les possibilités d'épanouissement et de compétences. Donc nous, comme l'a dit Émilie, on est rentré par la porte, par plusieurs portes. On est rentré par la porte de l'UE soins relationnels. Bon, maintenant, on est sur l'expérimentation, donc on est sur une UM, une unité d'enseignement métier qui est sur la professionnalisation. Donc vous voyez, c'est quand même finalement l'objectif final, c'est la professionnalisation des futurs professionnels. Et donc, on a rentré par la porte de la simulation haute fidélité avec, comme l'a dit Émilie, des entretiens simulés avec des débriefings. Mais on a aussi fait des travaux dirigés avec des patients partenaires formateurs qui ont animé, construit un atelier sur les proches aidants et les proches aidants auprès de leurs enfants. Donc, en fait, on a co-construit le projet et co-animé, ou même des fois, les patients partenaires formateurs étaient en autonomie et en toute confiance, j'ai envie de dire, sur leurs compétences à animer et à co-construire la séquence pédagogique. Ce qu'on a fait aussi, je trouve qui est important, c'est qu'on a, avec l'impulsion aussi du COPS, réfléchi à nous auto-évaluer. Alors déjà, on a évalué la satisfaction des étudiants à chaud. Elle était majeure, mais on s'est évalué aussi sur à la fois, on a évalué les étudiants à distance pour voir qu'est-ce qu'ils en avaient retenu, quel ressenti et quel vécu et quel bénéfice. Mais on a aussi essayé d'évaluer, de poser des critères d'évaluation du processus. Bon, là, je pense qu'il faudra qu'on fasse évoluer, mais essayer de voir notre processus, comment on pouvait le faire évoluer. Et nous aussi, en tant qu'acteurs, euh, acteur formateur. Je dirais, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on avait envie, comment on avait vécu cette première expérience. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a réintroduit encore une fois cette année et on est parti. Là, on a une réflexion pour la prochaine fois pour essayer de démultiplier ces séances et aussi de multiplier des ateliers où les patients partenaires formateurs sont présents auprès des étudiants et on prend toutes les opportunités pour ça. On a eu l'opportunité, il y avait une conférence au sein de l'IFMS, notre direction cherchait à finalement donner la parole aux patients. Donc, on a proposé aussi à ce que les patients partenaires qui étaient intervenus et qui intervenaient puissent participer à cette conférence qui était portée sur les besoins et attentes des patients, des résidents par rapport aux futurs professionnels. Voilà. Donc, ça a été, on essaye de se saisir de toutes les opportunités pour faire avancer les choses. Et alors, gardez le micro, puisque vous avez parlé. Madame Lafont parlait d'évolution quand même. Hein. C'est pas que alors, il y a des patients qui viennent dans les amphis ou dans les cours de TD. C'est aussi auprès des formateurs. Donc, dire, on ne doit pas forcément vous la raconter. Vous avez de l'expérience. Vous êtes formatrice depuis quelques années. Et là,
vous disiez, on commence par déconstruire. C'est pas forcément confortable ce qu'on fait. Quel est le, alors je sais pas, la difficulté, mais aussi la plus-value d'intégrer le patient partenaire en tant que formatrice. Alors, la plus-value pour les étudiants, il y a déjà cette analyse réflexive, critique de leur pratique. Certains étudiants, sur les verbatims qu'on a pu recueillir, disent ça m'a servi à me réadapter, à avoir aussi ce retour réflexif et ce retour du patient m'a permis voilà, de me réadapter. Euh, les étudiants, il y a l'analyse critique réflexive de leur pratique. Il y a aussi l'intégration dès la formation de cette notion de partenaire, que le patient est un partenaire à quel niveau qu'il soit, en structure, sanitaire, médico-social. Ça permet aussi de gagner, je pense, en qualité relationnelle, mais à tous les niveaux. En qualité de vie, peut-être aussi au travail pour les professionnels de santé. On a vraiment un bénéfice avec des étudiants, on l'a vu ce matin, qui sont satisfaits, qui ne sont pas sur leur portable, qui sont impliqués, qui sont engagés, mais qui après, nous on l'a vu, dans les évaluations ou au cours de l'année, nous disent, ah, tiens, là, dans ce TD, il faudrait faire venir un patient partenaire. Donc, c'est quelque chose qui est déjà incorporé. Et en tant que formatrice, Alors, pour les formateurs, qu'est-ce qu'on a pu voir? Moi, j'ai des collègues qui m'ont dit, j'ai monté en compétence grâce à ce partenariat. Il y a aussi une réelle satisfaction du dispositif. Je suis partie avec une équipe de 5 formateurs qui étaient un petit peu frileux. Et la plus belle chose qu'ils ont pu dire à la fin, c'est merci. Merci de nous avoir emmenés là, où on ne serait peut-être pas allé si tu ne nous y avais pas poussé. Euh, voilà. Je crois qu'il y a aussi les formateurs, ce qu'ils constatent aussi, c'est la grande compétence. Il y a les savoirs expérientiels des patients. Ça, mais moi, je l'ai encore vu le jour de la table ronde qui a été menée, la connaissance scientifique des patients avec la notion de recherche. Tous les patients qui ont participé à la table ronde en santé mentale ont fait des références à de la bibliographie référencée et même à des données probantes. Donc là, vraiment, on touche du doigt la professionnalisation. Ça les a fait monter beaucoup de changements de posture, changements, et puis ça les fait revoir leur routine pédagogique et ça nous amène un souffle d'air frais, de la créativité. Voilà. merci. Marie-Pierre Bouquet-Ragneux. Là aussi, on ne va pas vous le raconter, quoi, comment il faut faire, comment enseigner l'orthophonie. Oui, sur le- Moi je pense que les patients partenaires ont plein de choses à nous raconter et à nous amener. Je rejoins beaucoup ce que vous avez dit. Euh, Moi, ce que j'ai envie de dire sur la plus-value, aussi bien sur la formation initiale que sur la formation continue que je fais aussi, c'est un changement de posture aussi des apprenants. C'est-à-dire que quand j'ai à mes côtés un patient et qu'on va analyser des situations cliniques, par exemple, déjà, les personnes vont être tout de suite au travail, beaucoup plus, et vont pas s'échapper en disant oui, non, mais bon, la mère, elle est pathologique aussi, ou la situation fait que le patient, voilà. Comme le patient est là, on se l'interdit un petit peu et puis du coup, ben, on se met un peu plus au travail directement à se dire, ben, en tant que soignant, comment je dois aider cette famille, aider cet enfant. Je travaille beaucoup du coup, avec des tout petits et du coup, avec les aidants. Donc, ça change déjà la posture et du coup, en tant que formateur, ben, c'est plus facile de faire passer les messages. Et puis, cette mutualisation vraiment des expertises, et ça on l'a dit, et moi je le constate aussi, c'est que ben, les étudiants retiennent beaucoup mieux. Je pense que c'est ancré davantage dans les notions que l'on va leur transmettre sont vraiment ancrées et plus vite vraiment intégrées. Moi je pense que c'est vrai. Les formateurs?
euh, pour les Parce que formats. dans le premier temps, ça déconstruit, vous avez dit, hein. Voilà, alors ça a déconstruit, mais c'est très riche. Ça permet vraiment de. Enfin, moi, j'ai totalement changé ma façon d'enseigner. Je pense que c'est plus dynamique que ce que je pouvais faire avant. Et, enfin, pour moi, c'est un apport qui, enfin, je pourrais pas faire marche arrière hein, dans ma pédagogie et voilà, dans cette dynamique et dans encore une fois, ce partage et cet apport à la fois sur des notions scientifiques, comme vous l'avez dit, parce que c'est pas que des expériences, que du témoignage. C'est vraiment important. Merci. Et pour vous, quand vous êtes confronté aux étudiants, qu'est-ce que vous voyez chez les étudiants par rapport à votre intervention? Eh ben, tout d'abord, je ressens vraiment leur intérêt. Le fait qu'ils ont affaire à une personne concrète, ça suscite beaucoup d'intérêt de leur part. Pour les étudiants, ça leur apporte aussi des compétences nouvelles par rapport aux professionnels qui sont actuellement en place, parce que en fait, ils intègrent du coup le patient partenaire dans leur future pratique d'ores et déjà. Donc, c'est vraiment une plus-value. Est-ce que je peux te compléter? Non. Oui, alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été partagées, mais oui, je reviens sur l'efficacité sur le changement de posture, c'est-à-dire finalement, c'est beaucoup plus facile de prendre des étudiants en formation initiale et de faire ce travail-là. On le fait aussi avec la formation professionnelle continue, et là, il faut déconstruire beaucoup plus, pour le coup. Donc, et puis, moi, je trouve qu'on voit quand même très vite, parce qu'on a quelques enseignements qui se suivent, et donc on voit, parfois on a des réticences hein, quand même, on sent, c'est pas la majorité, mais il y en a quelques-unes qui sont un peu réticentes, on a beaucoup principalement des filles, qui sont un peu réticentes, et c'est intéressant même sur les cours qui vont suivre, déjà comment elles ont avancé, déjà comment elles ont changé, et comment finalement elles ont avancé sur ce peu de temps où on a été ensemble. Donc ça, je trouve que dans le changement de posture, voilà, on voit des choses se faire finalement assez rapidement. On voit les effets de ce co-enseignement se faire déjà sur cette durée-là. Et puis on fait des évaluations, et moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à lire ces retours dans l'évaluation. Avec les remerciements, avec l'attention qu'on porte. Enfin, il y a vraiment une reconnaissance d'avoir pris ce temps à leur donner, à partager, pour que nos expériences puissent vraiment servir à leur pratique. Et ça, c'est formidable. Merci. C'est la forme. Voyons, je me demandais pourquoi il y a, ah ouais, quand on voit l'état des lieux de la GOS, et donc, tranquillement dans la deuxième partie de cette table ronde, on a parlé de l'organisation. D'un point de vue organisationnel, euh, je vais me retourner vers vous, Madame la Ministre. Au niveau de notre institution, quelles sont les implications de la participation des patients dans votre faculté et par rapport à cette modalité organisationnelle, les freins ou les leviers, même si ça a été un petit peu évoqué avec le rapport de la DGOS. Alors, globalement, ça se passe bien quand même, hein, mais c'est une petite révolution. Ça pose plusieurs questions qui ont déjà été évoquées. Il y a d'abord la question de la formation. Et la formation, c'est la formation des patients partenaires, mais c'est aussi la formation des formateurs des patients partenaires, puis la formation des enseignants à changer leur ingénierie pédagogique. La formation des patients partenaires, on a eu beaucoup de chance, nous, à Montpellier, d'être accompagnés par l'ARS sur justement des financements FIR, je crois, qui ont permis de soutenir la création d'un diplôme universitaire qui s'appelle patient partenaire, je crois qu'il s'appelle, je ne sais pas si on a. Partenariat, patience
Patient soignant, c'est ça qui est vraiment né dans le partenariat de l'éducation thérapeutique. Donc, il y a toute une grosse partie sur l'éducation thérapeutique, mais pas que, hein. Il y a également pas mal de choses autour du patient co-enseignant maintenant. Pour exemple, hein, on leur apprend ce que c'est qu'un étudiant en médecine. Il y a des éléments très concrets en fait dans la formation. Et l'intérêt de ce DU et du partenariat avec l'ARS, c'est qu'il a été soutenu par l'ARS financièrement. Il y a peut-être ici des personnes hein, qui ont, d'ailleurs, je vois des hochements de tête, qui ont été formées dans ce DU, où l'inscription a été prise en charge par les financements, ce qui a favorisé la démarche. Et ce qui fait, comme on a maintenant 6 ans d'expérience, on a une centaine de personnes qui sont passées par ce DU, qui, à mon avis, était vraiment un starter dans le dispositif. Après, la question de la formation, bah, elle est aussi très concrète hein, sur ce qu'on veut faire comme co-enseignement, où on doit absolument former les patients. Là, je vais prendre l'exemple des Écosses, où on a des patients partenaires qui s'engagent dans les examens cliniques objectifs structurés, qui sont les évaluations de nos étudiants en médecine de 5e, 6e année. Et là, concrètement, il faut organiser des séances de formation. Et quand on vit ça de façon concrète, je ne sais pas s'il y a ici des personnes qui font partie des Écosses à la faculté de médecine. Il y en a quelques-uns. Donc, de façon concrète, quand on s'engage dans cette démarche-là, c'est pas complètement rien. C'est-à-dire que l'accompagnement qu'on va prodiguer, c'est pas juste, je vais vous apprendre un scénario, puis vous allez apprendre à jouer le patient dans telle ou telle maladie. Parce que déjà, ça, quand on dit ça à quelqu'un, c'est pas forcément son savoir expérientiel qu'il va pouvoir utiliser puisqu'il ne va pas être forcément dans ce rôle-là sur sa maladie à lui, mais dans une posture quasiment d'un citoyen qui s'engage dans une fac de médecine pour faire du co-enseignement avec des formateurs. Et donc, déjà, on bouscule un tout petit peu les raisons pour lesquelles certains d'entre eux sont venus pour être patients partenaires à la fac. Et puis après, c'est pas très facile de se retrouver dans une situation, surtout quand ça repose sur du savoir expérientiel, donc une maladie qu'on a vécue, où on est en face d'un étudiant en médecine de 4e, 5e année qui ne sait pas bien faire, qui est un peu pâteau, un peu maladroit, qui pose des questions de travers. Et ça peut aussi déclencher des choses au niveau émotionnel. Et c'est pas facile de rejouer, en fait, le truc. Et du coup, à la fac de médecine, à la fac de médecine, on a mis en place, mais il faut me le dire, on a mis en place un accompagnement par le psychologue qui accompagne les séances de formation et qui accompagne ces process-là. Et puis de la même façon, quand on est dans une station de simulation comme ça avec un étudiant en médecine, il y a un peu de mise en scène quand même, parce qu'on se met en scène quelque part et on a aussi un metteur en scène qui accompagne le truc. Donc ça veut dire que dans la formation concrète actuellement à Montpellier, mais c'est le cas dans d'autres facs de médecine, on a aussi une psychologue, un metteur en scène qui nous accompagne. Euh, et puis alors derrière, ça pose des sujets de l'ingénierie pédagogique. Donc comment je fabrique un enseignement dirigé? Je reprends l'exemple de l'annonce d'une situation de handicap en arrêtant de faire du top-down, c'est-à-dire je vais te donner les règles du jeu pour faire une annonce du handicap en 10 minutes, puis je te fais un machin avec 10 tirets, je fais raconter quelqu'un, derrière on fait des échanges, on se pose des questions, on prend des mots-clés, après on fait des groupes de mots-clés, puis à la fin on donne quelques éléments de formalisation de l'enseignement. Mais ça, c'est de la réingénierie pédagogique. Tout le monde ne l'a pas à l'intérieur, tout le monde n'est pas capable de le faire spontanément. Et donc, on a aussi à la fac de médecine concomitamment créé un service d'ingénieur pédagogique pour nous aider aussi dans la conception pédagogique d'enseignements nouveaux. Et actuellement, on est à 3 ingénieurs pédagogiques et un quatrième bientôt. Ça fait partie de la donne. Et puis enfin, il y a les sujets qui ont été évoqués par M. Morla, qui sont les sujets du financement et du rendu, qui ne sont pas faciles, hein. Moi, si je reprends l'exemple des infirmières en pratique avancée que j'ai évoqué tout à l'heure, les personnes qu'on a mises en situation, là je vous en ai parlé sur les situations de consultation simulées, il y en a une qui était une dame qui avait fait 6 heures de simulation avec nos étudiantes. C'était toutes des filles, quasiment toute la première année. Euh, Elle nous a dit, bah ouais, mais moi je veux être payée. Moi, je trouvais ça normal. Je pensais qu'il l'était. J'étais un peu naïve. J'étais en début, j'étais même pas doyenne à l'époque. Et se sont posées des questions très concrètes hein, dans les facs de médecine. C'est quoi la ligne budgétaire sur laquelle on paye un patient partenaire? Et vous le savez puisque vous travaillez à la fac de médecine, c'est ce que j'ai compris. Euh, et puis, quel statut on leur donne? Et là, c'est pas facile et c'est pas réglé, hein. La question de les payer s'est posée. Actuellement, moi, je soutiens comme doyenne et j'espère que dans la fac, ça va aller de mieux en mieux, même si c'est pas parfait, que les gens ne travaillent pas pour rien. Mais la question du statut, elle est très concrète, y compris pour des gens qui sont retraités. Nous, on a des patients partenaires qui sont retraités. C'est compliqué parce que je n'avais pas compris ce qui a été évoqué, la notion d'agent temporaire versus chargé d'enseignement. Vous voyez, moi, j'apprends des choses aujourd'hui. On a du mal à trouver des lignes budgétaires et puis on n'a pas toujours les sous pour le faire et donc on demande des sous pour pouvoir le faire. Donc il y a tous ces sujets-là en fait qui s'agrègent, qui font qu'on est dans une véritable évolution des facultés très concrètes, hein. Je vous donne des exemples très concrets qui sont autant de choses qu'il faut qu'on fasse évoluer pour arriver à rendre le process fluide, équitable, efficace, avec tous les éléments très positifs chez nos étudiants que vous avez évoqués tout à l'heure. Je trouve que c'est très important ce que vous venez de vous dire sur
sur de rémunération, parce que je trouve que c'est un débat qui embolise le partenariat et où il y a les pauvres participations partenaires, et puis il y a les méchants doyens, formateurs qui ne veulent pas payer les patients. Et là, vous vous donnez à voir que même vous, en tant que doyenne, vous pensiez que c'était fait. Ça paraît logique, mais c'est plus compliqué que ça. J'ai perdu très vite ma naïveté hein, Ouais. sur ce sujet-là. Voilà. Donc, Mais la méthode pour le faire est pas super facile, quoi. Je crois même qu'on a un contentieux à la fac hein, sur ces histoires-là. Voilà, c'est difficile parce qu'on est aussi englués, nous, dans des procédures administratives et des histoires statutaires qui sont des réalités, quoi. Il y a des choses, il y a des dossiers à remplir qui sont dantesques, qui sont super compliqués, et des statuts voilà, qui sont différents en fonction des situations personnelles des gens. donc, là aussi, je crois que quand on est son partenaire formateur, il faut entendre que institutionnellement, les établissements, c'est pas simple aussi pour eux. Et que même s'il y a la volonté, j'ai entendu la doyenne, ben, dans les faits, concrètement, c'est très compliqué. Donc, merci. Euh, beaucoup, Daniel, en tant que responsable pédagogique, facile ou pas facile au niveau institutionnel d'intégrer des patients partenaires? Alors, au niveau de l'IFMS d'Albi, c'était une volonté institutionnelle de travailler sur le partenariat. Donc déjà, ça c'était déjà un premier axe de gagner. La direction suivait le projet et était partante. La deuxième chose, c'est que l'avantage que nous avions, c'est que on ne s'est pas posé la question du statut. Pour nous, ça va aller de soi. C'était un statut intervenant comme les autres professionnels, comme tout professionnel qui intervient au sein de la formation. Et jusqu'à présent, nous n'avions pas de problème sur la ligne budgétaire. Euh, mais à la dernière réunion, on m'a dit il faudrait quand même penser que tes patients nous coûtent cher. Alors, je n'ai pas dit mes patients, c'est mes intervenants, si vous voulez. Mais j'ai dit non, pas plus que d'autres intervenants. Donc, je crois que ce qu'on pensait acquis n'est jamais acquis, et donc tout peut toujours m'être remis en question par rapport à cette ligne budgétaire. Je pense aussi que ce qui peut être frein des fois, c'est vraiment ces lourdeurs administratives. Et après, moi, je pense, pour le voir aussi, c'est qu'il y a à la fois la question du statut, mais on peut, nous, nos personnes viennent avec un statut d'intervenant, mais la problématique, c'est que dans notre réseau de patients partenaires informateurs, certains viennent de loin. Donc, il y a les défraiements de la nuit d'hôtel. Et ça, notre institution n'est pas prête à rémunérer à ce jour-ça. Donc, c'est aussi, et je crois aussi qu'on n'a pas encore abordé suffisamment aussi la question des patients partenaires qui vivent dans des endroits où ils sont éloignés des sites d'enseignement et où il y a énormément de transports, de trajets. Et ça, c'est aussi un frein, je pense aussi. Voilà. Et après, moi, je pense qu'un des freins, ça peut être la formation, mais la formation des formateurs. Et c'est pour ça que je trouve important aussi qu'on acculture vraiment les formateurs à cette notion de partenariat. J'ai un exemple concret, on a eu une étudiante cadre de santé qui était en stage chez nous, donc sur l'IFS de Toulouse. Elle était en fin de cursus, elle avait entendu à peine parler du partenariat en santé, elle l'a découvert elle dit, mais c'est fabuleux, je ne savais pas que ça existait. On l'a un peu abordé en CM, ça a fait un tollé. Donc, je veux dire que vraiment, il y a besoin d'investir beaucoup les champs de formation. Donc, je pense que la formation des professionnels de santé au partenariat et à la culture du partenariat, mais en l'expérimentant, hein, en une formation de pair, comme on peut vivre sur Montpellier. Marie-Pierre, donc Emmanuel, alors, si peu facile au sein de l'institution. Alors, facile parce que j'ai la chance d'être sur cette faculté de Montpellier où Madame Lafont nous donne aussi les moyens et est très sensible à ça. Ça veut dire, parce que dans les freins, il y a le temps dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que déconstruire pour reconstruire, ça demande du temps et comment on va
trouver ce temps, rémunérer ce temps qui n'est pas du temps d'enseignement pur, mais de préparation. Donc tout ça, voilà, c'est vrai qu'on est maintenant reconnu sur ce temps-là. Euh, Après, il y a évidemment la notion des patients partenaires formés. On en a beaucoup parlé ce matin. Euh, Comment on va trouver des patients partenaires qui sont formés d'un point de vue pédagogique, comment on va mettre en place tout ça. Alors, sur l'enseignement des orthophonistes, on démarre, hein, on en est au balbutiement de ce partenariat. On essaie de le mettre en place tranquillement. Et voilà, les freins qu'on rencontre, c'est plutôt cela, du temps, des personnes. Alors l'envie, par contre, les leviers par rapport à l'envie également de la responsable pédagogique de la formation initiale, on a tout de suite, quand on a proposé de revoir ensemble la maquette, on a reçu vraiment un accord. Les différents intervenants à qui on propose de réfléchir, tout le monde est d'accord, donc il y a une belle énergie, mais voilà, encore une fois, après, il faut trouver le temps, il faut le faire concrètement, il faut changer ses enseignements, voilà, faire intervenir différemment. Après, là, on réfléchit aux éventuels leviers et voilà, moi je pense faut vraiment essayer de coordonner le plus possible déjà entre les unités d'enseignement, entre les différentes facs, aller voilà, trouver les idées qu'ont pu mettre en place nos collègues et puis aussi peut-être voilà, entre ce qui est fait chez les kinés ou chez les infirmières, on peut aussi s'en servir et du coup gagner du temps sur notre construction de nos enseignements. Je vais me retourner vers les centres partenaires. Chris, Delphine, sur cette question, peut-être, alors, on n'a pas la vérité aujourd'hui, hein, mais sur formation, pas formation, statut. Moi, j'ai envie de connaître votre point de vue. Vous y êtes très concrètement face à soit en face à face, en amphi ou en TD. On est patient, on vit avec sa maladie, ça suffit pour être devant les étudiants. Je caricature un peu, Ouais. exprès sur une question qui est très polémique. Alors, en tout cas, moi, je peux dire ce qui m'a aidé, et clairement, ce qui m'a aidé, c'est quand même d'avoir ces compétences, d'avoir travaillé sur ces compétences, même sur l'animation. Je me suis formée un peu sur l'animation pédagogique, la méthodologie. J'ai trouvé que ça m'avait vraiment aidé à la fois à être un peu plus pertinente et puis à mieux enfin voilà, à mieux dire les choses, à mieux les expliciter, et évidemment à faire passer ces messages que j'avais envie de faire passer et à leur donner du sens aussi aux étudiants. Et j'ai trouvé que moi d'être formée, ça m'avait aidé. Ça avait été un outil formidable pour pouvoir véhiculer bah voilà, ce vécu, ces expériences et le faire concrètement et puis voilà, que ce soit impactant. Donc évidemment, c'est passé, bon, c'est un peu un processus d'apprentissage aussi expérientiel. C'est pour ça que c'est important d'évaluer, voir bah, ça a marché, ça n'a pas marché. Donc il y a aussi pour moi bah, une réflexivité de ce métier que j'engage, que je professionnalise. Voilà, mais en tout cas, pour moi, ça a été important. Mais après, est-ce que c'est pertinent dans tous les enseignements? Je ne sais pas. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on partage et que d'autres patients partagent aussi et d'autres professionnels de santé aussi sur voilà, ses bénéfices ou pas. Mais j'ai quand même en tête de ne pas exclure aussi certains patients parce que ils n'ont pas eu accès à une formation, parce que je trouve que là, du coup, on n'est plus dans cette idée de démocratie en santé et de partager ses connaissances. Il y a évidemment, moi, des connaissances que je n'ai pas et qui sont propres à d'autres pathologies, à d'autres vécus. Et voilà. Et donc, j'ai cette sensibilité sur ce point-là, en tout cas, qui m'interroge. Ben non, je trouve que je suis désolée, quoi. Sinon, c'est trop facile. Sorel, Émilie, André, votre point de vue. Alors, mon point de vue, il s'est construit au cours de ces 2 journées d'échange.
parce qu'en fait, j'ai découvert le positionnement de certains patients qui souhaitaient être bénévoles et rester bénévoles dans leur pratique. C'est quelque chose qui m'a surprise dans un premier temps. Parce que pour moi, ce que je fais au sein de l'IFMS, c'est quelque chose qui est de l'ordre du professionnel. Je remets pas en question mon statut de professionnel, partenaire de santé sur ces interventions. Euh, Là, on parle de la formation initiale ou continue des professionnels de la santé. J'ai été démarchée par une institution psychiatrique d'Albi, le Bon Sauveur, pour participer à leur table ronde. Et c'est venu se poser la question de comment j'allais pouvoir être rétribuée. Et là aussi, les institutions sont face à une problématique d'intégrer des intervenants extérieurs, euh, patients, partenaires. Donc voilà. Merci. Donc, je vous propose de rentrer, parce que ça fait déjà 1 heure hein, qu'on est en train de discuter. Dans la dernière, il y a eu 1 demi-heure de retard. Alors, les organisatrices, hein, bon, voilà, je vais déborder un petit peu. Euh, D'arriver au terme de cette table ronde pour laisser la place à des questions euh, de votre part, sur et demain. Hein. On a intitulé cette partie et demain. Et vous avez vu que Elena Pougy n'était pas intervenue pendant cette deuxième partie. Parce que concrètement, organisationnellement, ou est-ce qu'il faut qu'ils soient formés, pas formés, c'était compliqué. Euh, mais vous, quand bah, vous entendez tout ça, Elena, quel est votre point de vue sur bah, les perspectives sur cette participation, place des patients dans la formation initiale des futurs professionnels de santé? Et puis du coup, j'ai trouvé ça très encourageant. Il faut appuyer sur le petit bouton et rapprocher. Là, ça marche. On va y arriver. Du coup, j'ai trouvé ça très encourageant quand même, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés, mais chacun de son côté, finalement, arrive à les surmonter pour faire en sorte que les patients interviennent dans les formations, dans toute formation. Là, on a parlé des IFSI, on a parlé des orthophonistes, des médecins. On a parlé vraiment de beaucoup de formations différentes, donc c'est super. Je pense qu'il faut que ça continue et ça a l'air d'aller dans le bon sens de toute façon. Et après, je pense que la difficulté aussi qui va se retrouver, c'est, ben, comme on a déjà dit, le côté pratico-pratique. Moi, de ce que j'ai pu voir dans les discussions dans lesquelles j'ai pu être au sein de pharmacie, c'est que les heures de cours sont déjà blindées, que ça déborde, que on n'arrive plus à faire rentrer quoi que ce soit quand il s'agit de faire rentrer 2 heures de cours pour une nouvelle lieu qui est imposée au niveau national. C'est très, très difficile. Donc, c'est aussi ça un peu qui fait craindre, mais il va falloir qu'on trouve tous des solutions à un moment donné. Voilà. Et vous avez raison de le dire aussi, les programmes sont blindés, comme vous l'avez dit. Et que donc, on va rajouter quelque chose. Et là aussi, ça demande, et vous l'avez dit, c'est presque systémique, en fait. Ça bouge toutes les lignes, cette participation des patients dans la formation des futurs professionnels. Euh, Peut-être, Madame Adonis, vous, évidemment. Alors, on a vu les recommandations de la DGOS, hein, sont quand même très ambitieuses. Sur cette participation effective des patients partenaires dans la formation initiale. Et les voies du point de vue. Alors, on a fait un petit bout de chemin quand même. Je pense qu'il y a pas mal de chemin à parcourir encore. Moi, quand je parle de ce sujet-là, je prends une image que j'ai héritée d'une session au CHU qui a eu lieu il y a maintenant un peu moins d'1 an et Jean-Michel Brunel était présent au niveau de la direction de la recherche clinique sur recherche clinique et patients partenaires. Je pense que vous étiez là, Jean-Michel. Et c'est de là qu'est née en moi cette idée que l'histoire du partenariat en santé, pour moi, c'est une fleur à 4 pétales, en fait. Il y a un gros pétale qui est là depuis longtemps, c'est celui d'éducation pédagogique, d'éducation thérapeutique, pardon, dans laquelle le partenariat en santé, il existe depuis longtemps. Il y a le pétale de la formation et du co-enseignement qui est en train de naître. On voit qu'il est en train de chercher sa place, son organisation. Il grossit, c'est un très gros pétale pédagogique. Il est bien en train de se mettre en place. On voit à quel point les IFSI sont matures pour ces sujets-là et aiment bien l'évoquer.
Il y a le pétale de l'évaluation, de l'implication des patients dans l'évaluation qui est un petit peu naissant. Il est né des Écosses pour nous dans les facs de médecine, puisque finalement, l'intervention des patients partenaires dans les Écosses, c'est dans l'évaluation des étudiants en médecine. Puis ça va grandir parce que finalement, cette posture réflective, ce retour que font les patients à travers cet engagement, il va prendre de la place, je pense, à terme dans la formation de nos étudiants en médecine. Et puis, de l'ADPETA, ben, c'est la recherche. C'est quid du partenariat en santé, de l'implication des patients partenaires, donc de la société civile aussi, quelque part, on est tous des patients, hein. Moi aussi, hein, dans des processus de recherche, avec là des choses qui sont pour l'instant très embryonnaires, qui ont été largement discutées lors de cette session recherche que j'avais trouvée très intéressante au CHU il y a quelques mois. Et pour l'illustrer, je voudrais juste prendre un exemple, c'est qu'on a vécu sur Montpellier, du coup, il y a un an, une aventure extraordinaire, c'est qu'on a obtenu un financement national de très haut niveau qui s'appelle un institut hospitalo-universitaire sur les maladies dits immunitaires. C'est un gros machin à plusieurs millions d'euros. Il y en avait 6 en France, maintenant il y en a une douzaine. On est très fiers de l'avoir eu. Et quand on est allé chercher ces financements, on est allé se défendre devant un jury international à Paris. On est monté à 8. Dans les 8 personnes, il y avait le maire, il y avait le porteur du projet, il y avait le vice-président de l'université, il y avait la doyenne de la fac, il n'y avait que des chercheurs. Et ben, on a emmené un patient partenaire, plutôt une patiente partenaire qui est venue avec nous. Et elle n'était pas là pour décorer. Elle n'était pas là pour décorer. Et ça, je tiens à le dire. Elle est montée, on avait travaillé avec elle en amont, on a préparé ce jury international avec elle. Elle avait un laïus en anglais qu'elle avait appris parce qu'elle n'était pas très anglophone. Et on n'était tous pas tous très anglophones. Et elle avait une vraie place qui dessine un petit peu les contours de la façon dont dans l'avenir on doit construire, y compris nos processus de recherche, en tout cas dans le champ de la santé, en associant des partenaires en santé. Catherine, on cherche. Je l'étale un petit peu. Merci. Tu as le micro. Demain, la participation des patients dans la formation des professionnels, perspective ou les besoins pourraient, se fermer. Qu'est-ce que... Alors, moi, je dirais que ce qui est quand même, enfin voilà, ce qu'il faut quand même penser, c'est qu'il faut, mais c'est comme dans toutes les formes de partenariat en santé, c'est finalement d'accepter de perdre du temps pour en gagner. C'est vrai que oui, ça demande un peu d'investissement, mais finalement, quand tous les professionnels de santé seront formés à la posture du partenariat, à faire du partenariat, à engager la prise de décision partagée, on va gagner du temps et on va améliorer le système de soins. Donc, il faut, je pense, vraiment l'envisager comme ça, de la même manière que c'est aussi ce qui se passe dans la relation individuelle de soins. Voilà, tout ça, ça va découler et ça va arriver après sur le terrain. Et voilà, il y aura un vrai bénéfice. Donc voilà, le rôle de... Et c'est aussi un engagement et dans la formation médicale continue, ça c'est aussi le bénéfice à percevoir de faire ce travail aussi pour les professionnels qui sont déjà dans leur pratique. Et puis, je dirais juste en conclusion que pour moi, en tant que patiente partenaire, formatrice, je suis devenue une meilleure patiente partenaire dans la relation de soins parce que je fais de la formation. Vraiment, ça m'aide dans ma relation aux professionnels de santé, notamment à être plus dans l'empathie. Parce que je sais qu'ils n'ont pas formé, et puis à initier aussi le partenariat avec eux, parce que bah, j'ai finalement un peu déjà cette compétence. Donc voilà. Donc, Emmanuel, demain, des besoins, Demain, des envies surtout. Je pense que voilà, comme on a tous dit, on sent cette impulsion, on sent que maintenant, voilà, il y a un processus qui est engagé et dans la relation de soins et du coup dans l'enseignement. Euh, et ça, c'est riche, ça, on ne le perdra pas, on va faire que progresser, je pense. Et donc, il n'y a plus qu'à. Et il n'y a plus qu'à aussi donner envie, parce que je rejoins Delphine sur tout ce que moi, ça m'apporte, et dans mes enseignements et dans mes soins. Euh, il n'y a plus qu'à transmettre voilà, à toutes les personnes qui sont dans les formations initiales. Émilie, en gros. Alors,
Pour moi, les perspectives d'avenir sont très optimistes. Il y a beaucoup de choses qui se font, qui existent, qui sont concrètes et réelles. Euh, j'ai pu, grâce à vos diverses implications, me rendre compte que tout ça est bien réel et que il est nécessaire de diffuser, de généraliser, de mutualiser et même, je dirais même, de publier nos avancées, nos travaux pour donner une lisibilité comme peuvent le faire des systèmes anglo-saxons. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Merci, Émilie, André. Daniel. Moi, je crois que tout a été dit par le biais de cette magnifique fleur que représente à la fois le cœur de l'éducation thérapeutique avec toutes ses pétales. Je crois qu'Émilie, elle a dit aussi, elle a fait passer tout ce message-là qu'il faut en effet, et que la DGOS, avec le fait de aussi inscrire le partenariat dans les référentiels de formation, va être une motivation intrinsèque à faire entrer le partenariat, même chez ceux qui avaient peut-être fermé la porte et qui essayaient de ne pas l'ouvrir. Donc, ça sera aussi, je crois, une façon de rentrer et de développer cette notion de partenariat qui est, comme je suis tout à fait d'accord avec Anne Moyenne, nous sommes tous des malades ou des patients en puissance. Donc, nous avons besoin d'être ensemble et d'avancer ensemble sur ce chemin. Merci à vous, vous six, d'avoir accepté quelques favoris. Et oui, je vais propose de prendre quelques minutes avec des questions-réponses. Alors, vous restez là, vous avez le micro. Ouais. Ok. Michel. Je n'ai pas besoin du micro. Moi, je voudrais vous évoquer à propos de demain autre chose. C'est qu'on a probablement à réfléchir au fait que là, on est entre nous. On est entre nous, qu'on soit professionnel de santé ou qu'on soit patient et usager. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que vous êtes déjà inscrits dans une volonté de partenariat les uns et les autres. Et donc, dans la formation, on a tous insisté sur l'acculturation des professionnels de santé. Et on a l'impression que l'objectif, et le seul actuellement, c'est l'acculturation des professionnels de santé qui doivent écouter les patients et les usagers. Mais je pense que dans les objectifs de formation, il faut que la formation, elle soit aussi une formation des professionnels de santé à ce qu'ils acculturent eux-mêmes les patients et notamment ceux qui sont les plus loin de cette acculturation. Parce que les patients en situation précaire et d'une manière générale, la majorité des patients, ils n'osent pas. Ils n'osent pas poser des questions, ils n'osent pas faire part de leurs inquiétudes. Il n'y a que vous ici qui osez. La plupart n'osent pas. Et donc, moi, je pense que dans les objectifs d'enseignement du partenariat, il faut que, parce que le partenariat, ça commence par la relation individuelle de soins, il faut que dans sa formation, un professionnel de santé, il ait un objectif de favoriser les demandes du patient exprimées par le patient, ce que le patient ne fait pas aujourd'hui. Je trouve que c'est très important. Ça me fait penser à, à Philippe. Non, non, au Québec. Carasivant, voilà. Carasivant, clairement ça. Il dit une des compétences du professionnel de santé, c'est de redonner la place au patient pour qu'il soit véritablement acteur, auteur de sa santé. Et donc, c'est une compétence que doit donner aussi le professionnel de santé au patient qu'il a face à lui dans son colloque singulier. Et c'est vraiment important qu'il ose demander les choses. Il n'y a pas de choses bêtes, de choses idiotes. Il ne fait pas perdre de temps aux professionnels de santé. Et ça, c'est quelque chose que le professionnel doit accompagner pour que le patient retrouve sa place d'acteur. Continuer sur l'entre-soi, il y a un risque. Euh, dans notre région, il y a une proportion importante de gens en précarité
n'ont pas le même langage, qui n'ont pas les mêmes façons de penser la santé, d'accéder aux soins avec des difficultés qu'on ne peut pas imaginer si on ne le vit pas. Les patients partenaires sont quand même souvent des gens qui sont proches du milieu enseignant, du milieu plutôt favorisé et qui ont ouvert les chemins. Ça, merci, parce qu'il fallait que tous les ouvriers. Mais si on n'ouvre pas de façon délibérée ce chemin-là à des patients pour qui c'est compliqué d'exprimer, on va continuer à creuser les inégalités sociales et territoriales de santé. En éducation thérapeutique, on sait que c'est d'abord les gens les plus privilégiés qui en ont profité, et ensuite devenir à leur santé, autonomes, et ça. Si on n'a pas délibérément l'intention, nous en tant que professionnels, de se former à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la tête comme crainte, comme espoir, comme par rapport à sa santé, eh ben, ils seront laissés de côté et et si je dis ça, c'est que moi, en tant que professionnel, j'ai énormément appris grâce à des gens en situation de précarité. Et c'est parce que dans le DU patient partenaire, par exemple, j'étais avec une dame qui n'avait pas le niveau troisième, mais qui était une médiatrice santé avec qui j'avais besoin de co-animer des ateliers, donc il fallait qu'elle m'explique, qu'elle fasse cette médiation. Et parce qu'elle a pu faire ce diplôme, elle nous a tous éclairés et on a été aidés. Donc moi, je veux juste dire que on a besoin d'eux pour nous aider à faire correctement notre métier. Et il y a de plus en plus de... C'est pas complètement novateur, hein, il y a des co-formations organisées depuis déjà un moment où les personnes en précarité ben, disent c'est quoi pour eux un médecin. Et les représentations du médecin, eh ben, il faut les entendre, parce que si on est tous d'accord qu'on travaille d'abord sur les représentations avant d'avancer, donc posons-nous ensemble, d'humain à humain, avec nos différences et nos complémentarités. Si on a un objectif commun, on garde dans le service public de pouvoir être pour la santé de tous. Moi, je rajouterais une cinquième pétale. Je suis absolument convaincu du modèle. Même s'il est très inabouti, il peut être très chouette et très inabouti. À mon avis, c'est pas incompatible. Et peut-être faudrait-il se poser la question des instituts en travail social et des personnes accompagnées et accueillies pour véritablement parler de partenariat en santé, parce que tu le disais, les publics précaires, mais c'est cela. Et donc, la démarche qui est faite dans les instituts de soins infirmiers ou à la faculté de médecine, peut-être elle gagnerait à être généralisée aussi, enfin en tout cas être expérimentée dans ces instituts de travail social, parce que les travailleurs sociaux, ils ont le même besoin que les futurs professionnels de santé du secteur sanitaire. Donc, voilà, Mais vous en avance, comment? votre travail social, vous en avance. Oui, mais il n'empêche, je pense que ça gagnerait en tout cas à être généralisé à ce domaine de santé. L'assistance sociale et dans la méthodologie d'aide à la personne et d'intérêt collectif, en fait, on peut systématiquement faire, en fait. C'est dans nos règlements de travail, c'est les principes de base. Avec, pas pour. Parce que dans la formation des centres sociaux, on est bien dans la formation pour. Voilà, c'est un autre débat, on va pas mourir. Pour être dans la formation des travailleurs sociaux, quand on parle du partenariat, mais bien sûr, on y est, c'est l'essence même de notre métier. D'accord, ils sont où les patients, voilà, les personnes accompagnées. Ah ben non, bon, on les voit tous les jours, on sait quand même ce qu'ils ont besoin. Mais... Oui, bah, il y a des choses. C'est bien. Je voulais dire juste quelques mots sur le DU, partenariat patient professionnel de santé. Je suis en train de terminer, on est plusieurs dans la salle d'ailleurs, des camarades de promo. Et je pense vraiment que même si c'est pas indispensable, mais l'idée de se former ensemble, patients atteints de maladies chroniques, d'une ou plusieurs d'ailleurs, quelle que soit leur situation sociale, donc aussi des personnes en précarité et professionnels de santé, finalement, ça nous permet aussi de comprendre les préoccupations de l'autre, les pensions de travail dans lesquelles il évolue,
de travailler sur nos représentations respectives, tu l'as dit, Catherine, et du coup de faire tomber certaines idées reçues. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce parcours et la variété des intervenants, des formateurs, ben, finalement aussi favorise cette ouverture d'esprit, cette prise de recul par rapport à son propre vécu et au fait d'aller vers le bénéfice du collectif. Et voilà, donc je fais un peu de pub pour ceux qui sont intéressés, mais vraiment, c'est une année qui marque un tournant dans ma vie de patiente, partenaire et dans mon activité aussi. Voilà, aussi, donc, merci pour la mise en place de ce DU. Alors, merci. Ce DU, il a été monté par quelqu'un qui s'appelle Xavier de la Tribonnière, qui est un médecin, il ne travaille pas tout seul, hein, qui est quelqu'un de remarquable. Et effectivement, je pense que c'est. Mais juste, je digresse un tout petit peu, mais ce que vous évoquez, c'est hyper important et c'est vrai à d'autres niveaux. Euh, Quand on transforme une fac de médecine en une fac de santé, c'est-à-dire qu'on travaille au sein d'une faculté avec des professions également autres, des formations paramédicales qui forment ensemble différents professionnels de santé, on change la représentation sociale des métiers et on crée dans le creuset facultaire le berceau de l'interprofessionnalité assumée de terrain. C'est exactement le même sujet. Et cette formation ensemble est super importante. Je ne l'avais jamais entendue comme vous l'avez bien dit et je suis ravie. Merci. Mohamed. Alors, on a encore 5 minutes pour des questions-réponses. On va passer à l'autre partie. Donc, si des questions. Essayez d'être court, mais c'est compliqué pour moi. D'abord, merci pour votre intervention. Appuyer sur le bouton. Non, c'est découpé. Merci pour votre intervention à Public 6. C'était très intéressant de voir un peu cet horizon différent. Moi, je viens de Paris. Donc, je n'ai pas cette même vision que vous sur l'endroit. Le constat que je fais quand même, et je vais rejoindre quand même un peu Catherine, c'est mon inquiétude des diplômes. Je l'ai vu faire dans certains DU. C'est qu'à un moment donné, on reste entre soi. C'est-à-dire qu'il y a une sélection involontaire, mais qui est naturelle parce qu'on a fait des études, on a eu la chance d'avoir un parcours qui nous permet d'intégrer, et c'est la même problématique que je vois avec les représentants des parents, élèves. Quand vous regardez le niveau social, ce sont souvent des parents qui ont un bon niveau, qui sont toujours là pour représenter les autres. Et c'est pour ça que moi, le diplôme me gêne, non pas pour, il faut avoir une cohérence, mais parce qu'il y a une sélection à l'abandon. Autre chose qui me gêne dans la formation, c'est que quelque part, je vais être un peu provoquant, mais ça j'aime bien, c'est que quand je demande à un médecin avec qui je travaille en binôme s'il a un parcours pédagogique, il me répond non. Pourquoi moi d'en avoir un alors que lui n'en a pas? C'est là aussi, des fois, c'est intéressant. C'est-à-dire, est-ce qu'on nous demande de rentrer dans un cadre pour pouvoir discuter au même niveau? J'ai eu affaire, bon, il y a quelques années, à Catherine Turgis, dont on la connaît d'entre vous, où je lui ai posé la question en lui disant, mais est-ce que pour discuter avec un médecin dans la formation en binôme, il faut que j'ai le même langage que lui, la même typologie de vernis pour pouvoir être comme lui, alors que je suis quelqu'un de différent, j'ai une histoire différente et j'ai un parcours de vie qui est différent. Même si un professionnel, et c'est des fois-là où je suis un peu sceptique, un professionnel de santé est malade, il a tout un réseau, toute une connaissance qui lui permet d'aller plus facilement, de trouver le bon médecin au bon moment très rapidement. Regardez la population aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il ne faut pas non plus, je comprends l'idée de dire que on est tous pareils, on est tous malades, on est tous des patients, on est tous des enseignants si on veut. Mais on n'a pas le même capital de départ, et ça, on l'omet souvent, parce qu'on trouve que c'est plus facile de dire on est comme tout le monde, c'est pas vrai. Il faut être réaliste, c'est pas vrai. Et c'est ça l'avantage de cette formation. Le binôme remet justement cette différence en avant et met aussi ces petites incertitudes, aussi bien médicales que du parcours de vie, parce que moi je suis pour le parcours de vie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la séparation dans la santé entre ce qui peut être le médico-social et social et la santé, c'est la même personne qui passe par nous. Je viens d'entendre ça me perpétue. Allez, les deux dernières interventions. Alors, Célia, et puis je reviendrai là. Bonjour, merci à vous six pour vos interventions, vos partages. Et je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, Madame Lafont, sur le partenariat patient en recherche. Et bon, moi, j'ai travaillé avec l'Institut Imagine, le premier IHU, et on a co-construit en groupe pluridisciplinaire depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que ce sera le projet partenariat patient en recherche en institut?
Et ce travail donc, que j'ai piloté en fait en tant que patient partenaire a abouti donc, à la création d'un poste que j'occupe dorénavant, qui est coordinatrice du partenariat patient en recherche. Et une des missions qui m'ont été confiées, c'est de me rapprocher et de permettre en fait une synergie inter-IHU. Je suis déjà en contact avec l'IHU Lyrique et l'IHU, le nouvel IHU également du cerveau de l'enfant Robert Debré. Et je serais ravie d'échanger avec vous, voilà, pour le partage d'expériences et mutualiser nos synergies. Voilà. Donc, merci. Vous êtes la bienvenue, merci. Juste pour répondre sur l'EDU, c'est une association de patients qui a financé l'EDU parce qu'ils ont parié sur quelqu'un qui pouvait aller sur le terrain après pour porter la parole. Et la deuxième chose, c'est qu'on se pose encore des questions. Comment ça va être le futur? Mais on y est déjà. La locomotive, elle est là. Maintenant, il n'y a plus qu'à raccrocher les wagons. Ma question, c'est le jour où tous les wagons vont se raccrocher ensemble parce qu'ils vont tous faire pareil, comment ça va se passer au niveau des formations patients et soignants? Je sais pas si quelqu'un veut répondre. Il faut attendre de voir. Julien, ce qu'a dit présenter Philippe Morla, j'ai pas pu l'entendre, je suis arrivée un petit peu en retard, mais je pense qu'il y a quand même une vraie dynamique nationale. Nous, je dirais pas qu'on bricole, mais on est les pionniers dans cette salle. On est tous à notre niveau, on est à l'origine d'une dynamique qui a une dizaine, quinzaine d'années d'âge et qui ne demande qu'à grandir. Elle grandit de nos expériences, de ce qu'on a pu mettre en place et du voir devant. Et le voir devant, il s'exprime pas mal. Quand Philippe Morla, il parle de ce travail de la DGOS, il parle de l'HCERS, qui est la plus haute instance nationale d'évaluation de la recherche en France. Ça veut dire que le verre, il est dans la pomme. C'est un joli verre en plus. Hein. Je préfère la fleur, c'est plus joli comme image. Et que voilà, ça va se structurer. On est en route. Merci, Sandra. Ça sera le mot de la fin. Dernière question, je crois quand même qu'il y a une question là. Alors, moi, ma question est Madame la doyenne. Donc, Hélène Clement, diplômée de partenariat patient-soignant en 2018-2019. Donc, dès 2018, je me suis intéressée au partenariat et via le CREPS et puis le COPS. J'ai participé à l'élaboration de certaines fiches, notamment. Et dès que j'ai obtenu le DU, j'ai contacté un médecin généraliste qui intervient dans le cadre du DUMG à la fac de médecine et qui m'ont proposé d'intégrer leur cours approche centrée patient. Donc, j'ai constitué une équipe de patients, de 8 patients, parce que ce cours a la particularité d'être délocalisé. C'est-à-dire que le même jour, à la même heure, il y a 8 cours sur tout l'ex-Languedoc-Roussillon. Et nous sommes intervenus 4 ou 5 fois, et puis, faute de statut, parce que bon, je suis notamment juriste de formation, donc c'est une question qui m'interpelle beaucoup, le statut, la reconnaissance juridique du patient. Nous sommes arrêtés, les médecins nous ont dit non-stop, si jamais il vous arrive quelque chose, on ne sait pas à quel titre vous êtes là. Et puis, on se pose également la question de savoir ceux qui veulent être rémunérés, ceux qui veulent être seulement défrayés et ceux qui veulent être payés pour la prestation. Et donc, voilà, je voulais savoir si on pouvait avoir un échéancier, un horizon. Parce que nous avons tenté d'avoir un entretien avec vous, Madame Adorienne, et puis ça ne va pas tout Merci. En fait, on réessaye une, il n'y a pas de problème. Juste, ce que vous dites, c'est très vrai. Et le groupe de patients qui s'est engagé auprès des médecins généralistes, que les nations territoriales de formation qui sont très leaders hein, sur le sujet du partenariat en santé, c'est un groupe qui est précieux. En fait, les Écosses nous ont appris et m'ont aidé, moi, à trouver où était la ligne que je pouvais utiliser pour demander à ce que les patients soient payés. Non, mais c'est ça, hein, la construction, c'est ça. Hein. Et cette année-là, on s'est battu pour obtenir des financements. Les financements, on va les chercher comme on peut. Et effectivement, le groupe que vous représentez est pour l'instant sur le bord du chemin, je sais.
je sais bien, et j'en suis désolée. Et on ne peut pas aller plus vite, en fait. Donc, mais vous pouvez croire quand même à la, enfin, je vous garantis, vous pouvez croire à la sincérité de mon positionnement et à mon opiniâtreté pour finir par y arriver. Mais c'est vrai que pour vous, vous n'y êtes pas arrivé. Je le reconnais. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut quand même intervenir à titre bénévole ou est-ce qu'on arrête tout de suite? Alors, je propose qu'on joue, qu'on en discute. Arrêter tout, c'est jamais une solution, je crois. Mais qu'on en discute, parce qu'effectivement, ça, c'est une solution. Mais ça, c'est la construction du système. Je veux dire, avec la meilleure volonté du monde, ben, les montagnes, des fois, elles mettent un peu de temps à bouger. Merci. Merci à vous. Voilà. Dernière question en bas. Merci, ça fait le lien. Je m'adresse à tous les organismes de formation qui travaillent avec des patients. J'ai une question très pratique et je porte la voix des patients que je rencontre sur le territoire. Comment on fait pour bosser avec nous? Les organismes de formation, comment on fait quand on est patient, on veut intervenir en formation? Quel est le process de recrutement? À qui on s'adresse? Quel est le bon interlocuteur? Qu'est-ce que j'envoie comme pièce? Qu'est-ce que je dois proposer? Est-ce que je dois être force de proposition sur un enseignement que j'ai repéré? Ou est-ce que je dois juste dire, hey, moi je suis là, j'existe et j'ai envie d'intervenir? Je me fais la porte-parole de ce que j'observe sur le territoire et de ce que nous disent les patients. Alors, moi, je vais faire une réponse qui, pour les lycées d'Albi, qui contactait, ben, en fait, c'est moi, qui fait partie, qui représente l'équipe pour ce projet. C'est tout simplement, mais voilà, j'ai envie de participer, et voilà. Moi, j'attends pas un niveau de compétence, je ne pose pas des... je rejoins Mohamed quand il a dit que c'est comme quand j'ai un médecin qui vient, il peut être un excellent médecin, mais c'est peut-être un piètre pédagogue, ce qui peut arriver des fois. Des fois, on a des très très bons, très bons pédagogues, peut-être un peu moins bons. Donc, voilà. Donc, c'est surtout voilà, le petit mail, et puis voilà. Et puis, je vais te rappeler pour le COPS, le Centre opérationnel du partenariat en santé, qui a un annuaire des instituts de formation. L'annuaire des. Non, on ne dit pas annuaire, répertoire. Répertoire des établissements partenaires, des instituts de formation, et qui est en lien aussi pour tous les patients partenaires, c'est de s'inscrire sur ce répertoire, cette plateforme. Donc c'est très facile, hein, je vous en parlerai un mot. Vous avez d'ailleurs un débutant que vous pourrez prendre à la fin. Le COPS, on l'a dit, c'est une structure innovante, unique en France, aux acteurs de s'en saisir aussi, tous les acteurs, puisqu'on a la chance que ça existe dans la région. Voilà. Je vous remercie encore une nouvelle fois et je vais laisser la parole à Fabienne pour la suite du programme. Hop.